Chaque nuit, à 2 heures du matin, ma femme descendait au sous-sol et verrouillait la porte. Elle disait, je vais juste chercher de l'eau. Un jour, j'y ai installé une caméra cachée. Quand j'ai regardé les images, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Ce que j'ai découvert cette nuit-là, dans le sous-sol de ma propre maison, a changé ma vie pour toujours. Et quand je dis changer, je ne parle pas d'une simple surprise, ou d'un malentendu qui se résout par une conversation. Je parle du genre de découverte qui vous glace le sang, qui vous fait douter de tout ce que vous pensiez savoir, et qui vous force à regarder en arrière en vous demandant depuis combien de temps vous viviez dans le mensonge. Prenez une grande inspiration avant d'écouter ce que je vais vous raconter. Parce que ce qui s'est passé dans ma maison, dans mon mariage, sous mon propre toit, est une chose que je n'aurais jamais cru possible pour quelqu'un comme moi, mais c'est arrivé. Et peut-être, juste peut-être, que cela pourrait vous arriver, à vous aussi. Je m'appelle Adalfo. J'ai 61 ans. Je sais que pour beaucoup, cela semble vieux, mais je me sens encore fort, lucide, et capable. J'ai travaillé comme technicien de maintenance dans une usine textile pendant près de 30 ans. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais cela m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille, de payer les factures, et d'avoir un toit décent au-dessus de nos têtes. Je suis un homme simple. Je me lève tôt, je fais mon service, je rentre à la maison, je dîne avec ma femme Antonia, je regarde un peu la télé, et je vais dormir. C'est ma routine depuis des décennies. Une routine confortable, prévisible, et sûre. Du moins, c'est ce que je croyais. Antonia et moi sommes mariés depuis 34 ans. Je l'ai rencontrée quand elle avait à peine 22 ans. J'en avais 25. C'était une femme douce et travailleuse, le genre de personne qui vous regarde dans les yeux, et vous fait sentir que tout va bien se passer. Nous sommes tombés amoureux lentement, sans nous presser, comme les couples d'autrefois. Nous nous sommes mariés dans une petite église, avec peu d'invités, mais avec beaucoup d'amour. Nous avons eu nos hauts et nos bas, bien sûr, comme tous les mariages, mais nous avons toujours trouvé le moyen d'avancer ensemble. Toujours, jusqu'à il y a 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer que quelque chose avait changé chez Antonia. Au début, c'était de petites choses, si subtiles que je n'étais même pas sûr qu'elles se produisaient vraiment, ou si c'était juste mon imagination. Elle, qui avait toujours été bavarde, restait soudainement silencieuse pendant le dîner. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, et elle me répondait à peine, par des monosyllabes. Bien, fatigué, normal. Son regard n'était plus le même. Avant, quand elle me regardait, je voyais de la tendresse, de la complicité, cette étincelle que seuls les yeux de quelqu'un qui vous connaît depuis toute une vie possèdent. Maintenant, ses yeux étaient ternes, comme si elle était physiquement présente, mais que son esprit était ailleurs, dans un autre monde auquel je n'avais pas accès. Au début, j'ai essayé de lui trouver des excuses. Je me suis dit que c'était peut-être l'âge, qu'elle traversait peut-être la ménopause, et que cela la rendait d'humeur changeante. Ou peut-être qu'elle était fatiguée, épuisée par la routine de la cuisine et du ménage quotidien. J'ai essayé d'être compréhensif. Je lui ai dit que si elle avait besoin de se reposer, elle devait le faire. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on aille se promener, aller au parc, faire quelque chose de différent, mais elle disait toujours non. Toujours avec cette voix terne et distante. Non, Adalfo, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiétais, car quelque chose en moi, un instinct primitif, me disait que ce n'était pas normal, que ce n'était pas juste de l'épuisement ou une phase passagère. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne me disait pas. Et puis, les nuits ont commencé, ces maudites nuits. Tout a commencé tôt un matin, il y a 4 mois. Je me suis réveillé parce que j'ai entendu un bruit, un grincement sur le plancher en bois du couloir. J'ai ouvert les yeux, et j'ai tendu le bras vers le côté du lit d'Antonia. Le lit était vide, les draps encore chauds, mais elle avait disparu. J'ai regardé l'horloge sur la table de nuit. 2 heures du matin. Je me suis assis lentement, confus. Peut-être qu'elle était allée aux toilettes. J'ai attendu 1 minute, 2, 3. Elle n'est pas revenue. Je me suis levé, et j'ai marché dans le couloir. La porte de la salle de bain était ouverte, et la lumière éteinte. Puis, j'ai entendu un bruit venant d'en bas, un bruit sourd, comme si quelqu'un avait fermé la porte. Prudemment, j'ai descendu les escaliers, le cœur commençant à battre plus fort.
Le salon était plongé dans l'obscurité, la cuisine aussi. Et là, j'ai vu que la porte du sous-sol était fermée. De l'intérieur, une fine ligne de lumière brillait en dessous. Je me suis approché, et j'ai posé ma main sur la poignée. Verrouillé. Nous ne verrouillons jamais cette porte. Jamais. J'ai frappé doucement, et j'ai appelé Antonia. Antonia, tu es là. J'ai entendu des pas précipités, et le bruit de quelque chose qu'on déplaçait. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. C'était elle. Ses cheveux étaient ébouriffés, et sa respiration agitée. Elle m'a regardé avec de grands yeux, presque effrayés. « Qu'est-ce que tu fais debout, Adolfo ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je suis descendu chercher de l'eau. Je suis juste descendu chercher de l'eau. Mais il n'y avait pas de verre dans ses mains, pas de bouteille. Ses yeux me regardaient avec quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. De la peur. Une peur pure. Je lui ai demandé pourquoi elle avait verrouillé la porte. Elle est restée silencieuse pendant un moment, qui m'a semblé être une éternité. Puis, elle a dit qu'elle l'avait fait par erreur, par habitude, qu'elle ne s'en était pas rendu compte. Mais je savais qu'elle mentait. Je pouvais le voir dans la façon dont elle fuyait mon regard, et comment ses mains tremblaient légèrement. Je suis retourné me coucher cette nuit-là sans rien dire de plus, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis resté là, les yeux ouverts, fixant le plafond, écoutant la respiration d'Antonia à côté de moi, et quelque chose en moi s'est brisé. Quelque chose que je ne pourrais plus jamais réparer. Je pensais que c'était un incident isolé, une coïncidence. Peut-être qu'elle était vraiment descendue chercher de l'eau, et que je réagissais de manière excessive. Mais ensuite, c'est arrivé de nouveau 2 nuits plus tard, puis 3 jours après, et encore une fois. Toujours à la même heure, toujours à 2 heures du matin, toujours avec la même excuse, je vais chercher de l'eau, et toujours en verrouillant la porte du sous-sol. J'ai commencé à me réveiller automatiquement à cette heure-là. Mon corps était déjà programmé pour ça. Et chaque fois que je tendais le bras, le lit était vide. À chaque fois, j'ai commencé à l'observer de plus près pendant la journée. Je cherchais des signes, des indices, n'importe quoi qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait, bon sang, et je les ai trouvés. Antonia avait commencé à sursauter facilement. Si j'entrais dans une pièce sans qu'elle m'entende, elle faisait un petit bond, et portait la main à sa poitrine. Si le téléphone sonnait, je la voyais se raidir complètement avant de répondre, et elle avait commencé à vérifier les fenêtres constamment. Je l'ai vue debout devant la fenêtre du salon, regardant la rue, comme si elle attendait de voir quelque chose, ou quelqu'un. Quand je lui demandais ce qu'elle regardait, elle secouait la tête, et disait que ce n'était rien, qu'elle était juste distraite. J'ai aussi remarqué qu'elle avait perdu du poids. Pas beaucoup, mais assez pour que ses vêtements soient plus amples. Ses cernes étaient devenus plus profonds, plus sombres. Elle avait l'air épuisée tout le temps, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Et c'était peut-être vrai. Peut-être qu'elle ne dormait pas. Parce que si, chaque nuit, elle descendait dans ce sous-sol à 2 heures du matin, quand se reposait-elle? J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises. Je m'asseyais à côté d'elle sur le canapé, je prenais sa main dans la mienne, et je lui demandais si tout allait bien, s'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire, si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Elle répondait toujours la même chose, « Je vais bien, Adolfo. Juste fatigué. » Il n'y a rien. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux hurlaient en silence, une vérité que sa bouche refusait de prononcer. Une nuit, j'ai décidé de faire semblant de dormir, pour voir ce qui se passerait. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux, et j'ai contrôlé ma respiration pour donner l'impression que je dormais profondément. J'ai senti Antonia bouger nerveusement à côté de moi, pendant des heures. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière et anxieuse. Et puis, à 2 heures du matin exactement, je l'ai sentie se lever lentement, prudemment, comme si elle avait peur de me réveiller. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai ouvert les yeux. Je l'ai suivie silencieusement, pieds nus, en rasant les murs pour ne faire aucun bruit. Je l'ai vue descendre les escaliers, se diriger tout droit vers la porte du sous-sol, l'ouvrir, et disparaître à l'intérieur. Et puis, j'ai entendu le bruit incomparable de la clé qui tourne dans la serrure. Je suis resté là dans le noir, sentant mon cœur battre si vite que j'ai cru qu'il allait exploser. Je me suis approché de la porte, et j'ai collé mon oreille contre le bois. J'ai entendu des voix.
des voix. Antonia n'était pas seule en bas. Il y avait quelqu'un d'autre avec elle, un homme. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était bas, urgent, presque chuchoté. J'ai senti ma bouche s'assécher. J'ai senti ma main commencer à trembler. Ma femme, mon Antonia, la femme avec qui j'avais partagé 34 ans de ma vie, était enfermée en bas avec un autre homme, à 2 heures du matin, dans le sous-sol de notre maison. Et j'étais de l'autre côté de la porte, paralysé, ne sachant que faire. Je voulais tambouriner sur la porte. Je voulais la défoncer à coups de pied. Je voulais hurler son nom à m'en déchirer la gorge, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose m'en a empêché. C'était peut-être la peur. Peut-être le choc. Ou peut-être qu'au fond de moi, une partie de moi ne voulait toujours pas croire ce qui se passait. Alors, je suis remonté, je me suis mis au lit, et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, j'ai entendu ses pas remonter les escaliers. Je l'ai entendu se glisser de nouveau sous les couvertures à côté de moi, et je suis resté là, immobile, faisant semblant de dormir, tandis que mon esprit répétait la même question encore et encore. Qui était cet homme? Qui, bon sang, était cet homme? Le lendemain, je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Mes collègues m'ont demandé si je me sentais bien, et j'ai juste hoché la tête, incapable de former des mots cohérents. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec une boule au ventre. Antonia était dans la cuisine en train de préparer le dîner, comme si de rien n'était, comme si la nuit précédente, elle ne s'était pas enfermée dans le sous-sol avec un inconnu. Je l'ai regardée couper des légumes. Ses mouvements étaient mécaniques, automatiques. Elle ne chantait plus comme avant. Elle ne fredonnait aucune chanson. Elle coupait, encore et encore, en silence, avec ce regard lointain qui m'était déjà si familier. Ce soir-là, après le dîner, je lui ai dit que je devais descendre au sous-sol pour vérifier quelques outils. Elle a failli laisser tomber l'assiette qu'elle lavait. Elle s'est retournée brusquement, et m'a regardé avec de grands yeux. Non, a-t-elle dit, ce n'est pas la peine. J'y suis déjà descendu hier, et tout est en ordre. Mais j'ai insisté, j'ai besoin d'une clé à molette pour réparer quelque chose au travail demain. Elle est en bas. Elle a dégluti difficilement. Je vais la chercher. Adolfo, reste ici. Je vais te l'apporter. Et avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle a couru vers la porte du sous-sol. Je l'ai vue descendre rapidement, et je l'ai entendue fouiller dans les affaires. Elle est revenue 2 minutes plus tard avec une clé à molette à la main, respirant fortement. Tiens, la voilà. Maintenant, monte te reposer. Tu as l'air fatigué. C'est à ce moment précis que j'ai su que j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de voir de mes propres yeux ce qui se passait en bas, car les doutes me tuaient. L'incertitude me consumait de l'intérieur. Et je n'étais pas un homme capable de vivre ainsi. J'avais besoin de la vérité, même si cette vérité devait me détruire. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner à l'usine, j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai cherché en ligne des magasins d'électronique à proximité. J'avais besoin d'une caméra, une petite caméra discrète que je pourrais cacher dans le sous-sol sans qu'Antonia s'en aperçoive. J'ai trouvé un magasin à quelques rues de mon travail. Je suis parti 15 minutes avant la fin de mon service, chose que je n'avais jamais faite en 30 ans, et j'ai marché rapidement pour m'y rendre. Le vendeur était un jeune homme qui m'a regardé avec curiosité quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin, une petite caméra de sécurité. Je lui ai dit que c'était pour surveiller ma maison. Il m'a montré plusieurs modèles. Certains étaient trop grands, d'autres trop compliqués, jusqu'à ce qu'il m'en montre un parfait. Une caméra minuscule, de la taille d'une pièce de monnaie, avec vision nocturne et enregistrement activé par le mouvement. Elle se connectait à une application sur mon téléphone, et pouvait enregistrer pendant des heures. Elle coûtait 150 €, m'a-t-il dit. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai sorti mon portefeuille, et j'ai payé en espèces. J'ai mis la boîte dans mon sac à dos de travail, et je suis rentré chez moi, le cœur battant à tout rompre. Le plan était simple. J'allais attendre qu'Antonia quitte la maison, descendre au sous-sol, installer la caméra dans un endroit où elle ne pourrait pas être vue, puis attendre. Attendre que la nuit tombe, attendre qu'elle descende à nouveau à 2 heures du matin, et cette fois, je connaîtrais enfin la vérité. Mais il y avait un problème. Antonia ne quittait presque jamais la maison seule. Et quand elle le faisait,
ce n'était que pour 30 minutes, le temps d'aller à l'épicerie du coin. J'avais besoin de plus de temps, de beaucoup plus de temps. Alors, ce soir-là, pendant que nous dînions en silence, je lui ai dit quelque chose que je ne lui avais jamais dit auparavant. « Antonia, pourquoi n'irais-tu pas rendre visite à ta sœur Oana demain? Tu ne l'as pas vue depuis des mois. » Elle a levé les yeux de son assiette, et m'a regardé, surprise. « Oana vit à 2 heures d'ici, Adolfo. Je ne peux pas faire l'aller-retour en une journée. » « Exactement, lui ai-je répondu. Passe la nuit là-bas. Passe la journée avec elle. Je me débrouillerai très bien tout seul ici. » J'ai vu son visage traverser plusieurs émotions en l'espace de quelques secondes. La confusion, la méfiance, la peur. Je ne sais pas, Adolfo. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Mais j'ai insisté. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris de pause. Ça te fera du bien. Appelle-la ce soir, et dis-lui que tu iras demain. Elle a hésité longuement, me regardant comme si elle essayait de lire dans mes pensées. Finalement, elle a hoché la tête. D'accord, je vais l'appeler. Et elle l'a fait. Le soir même, elle a parlé à Oana au téléphone, et elles ont convenu qu'elle irait lui rendre visite tôt le lendemain. Je suis allé me coucher cette nuit-là, en ressentant un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Du soulagement, parce que j'allais enfin avoir l'occasion d'installer la caméra. De la culpabilité, parce que je trompais ma propre femme. Mais ensuite, je me suis souvenu des voix dans le sous-sol. Je me suis souvenu des mensonges. Je me suis souvenu des nuits interminables de doute et de douleur, et la culpabilité a disparu. Le lendemain matin, Antonia s'est levée tôt, a fait un petit sac avec des vêtements, et m'a dit au revoir avec un baiser sur la joue. Prends soin de toi, Adolfo. Mange bien. Ne te couche pas trop tard. J'ai hoché la tête, et je l'ai regardé monter dans le bus depuis la fenêtre. J'ai attendu 5 minutes de plus pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas chercher quelque chose qu'elle aurait oublié, puis j'ai agi. Je suis descendu en courant au sous-sol, la caméra à la main et mon téléphone dans la poche. J'ai ouvert la porte, et j'ai allumé la lumière. Le sous-sol était un grand espace, avec des murs en béton et des étagères métalliques pleines de vieilles boîtes, d'outils rouillés, et de choses que nous avions accumulées au fil des ans. Il y avait une petite table au centre, 2 chaises pliantes, et une ampoule nue suspendue au plafond. Tout semblait normal, trop normal. J'ai regardé autour de moi, cherchant l'endroit parfait pour cacher la caméra. J'avais besoin d'un angle qui capturerait toute la pièce, mais qui serait impossible à détecter. Mes yeux se sont posés sur une étagère haute, dans le coin opposé à l'entrée. Il y avait là des boîtes en carton empilées, couvertes de poussière. Parfait. J'ai traîné un vieil escabeau jusqu'à l'étagère, j'ai grimpé prudemment, et j'ai placé la caméra entre 2 boîtes, en la pointant vers le centre du sous-sol. J'ai ajusté l'angle à plusieurs reprises, jusqu'à être sûr qu'elle filmerait tout. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai téléchargé l'application fournie avec la caméra, et je l'ai configurée. L'écran de mon téléphone s'est allumé, me montrant exactement ce que la caméra voyait. Elle fonctionnait parfaitement. L'image était claire, même avec peu de lumière. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle était complètement silencieuse. Il n'y avait ni lumière clignotante ni son qui pourrait la trahir. Je suis descendu de l'escabeau, j'ai tout remis à sa place, et j'ai monté les escaliers, sentant l'adrénaline parcourir tout mon corps. Je l'avais fait. J'avais installé la caméra. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. J'ai passé le reste de la journée à essayer de m'occuper. J'ai nettoyé la maison, regardé la télé, essayé de lire le journal, mais mon esprit ne cessait de s'emballer. Que allais-je découvrir cette nuit-là? Voulais-je vraiment le savoir? Étais-je préparé à ce que j'allais voir sur ces enregistrements? La réponse était oui, et non. Oui, parce que l'incertitude était pire que n'importe quelle vérité. Et non, parce qu'une partie de moi voulait toujours croire qu'il y avait une explication innocente à tout cela, que j'étais peut-être en train de devenir fou, que peut-être Antonia ne faisait rien de mal. Mais au fond de moi, je savais que je me mentais à moi-même. Cette nuit-là, je me suis couché tôt, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis resté là, éveillé, fixant le plafond, attendant. Attendant que 2 heures du matin arrivent, attendant que mon téléphone vibre avec une notification de détection de mouvement. Les heures ont passé avec une lenteur tortueuse. 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Et puis
exactement à 2h03, mon téléphone a vibré. Notification, mouvement détecté dans le sous-sol. J'ai senti chaque poil de mon corps se dresser. Avec des mains tremblantes, j'ai déverrouillé le téléphone, et j'ai ouvert l'application de la caméra. L'image est apparue sur l'écran, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Antonia était là, descendant les escaliers du sous-sol avec une lampe de poche à la main. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle venait un homme grand, de forte corpulence, habillé tout en noir. Je ne pouvais pas voir son visage clairement parce qu'il portait une casquette, mais je pouvais parfaitement voir sa silhouette. J'ai vu Antonia verrouiller la porte de l'intérieur. J'ai vu l'homme s'asseoir sur l'une des chaises pliantes. Je l'ai vu se tenir devant lui, les bras croisés, avec cette posture que je connaissais si bien. Cette posture qu'elle adoptait quand elle avait peur. Et puis, l'homme a commencé à parler. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait parce que la caméra n'avait pas le son, mais je pouvais voir ses gestes agressifs, menaçants. Je l'ai vu pointer du doigt vers les étagères, Antonia hochant la tête, soumise, vaincue. Puis il s'est levé, s'est dirigé vers l'une des étagères, et a déplacé plusieurs boîtes. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu ce qu'il y avait derrière ces boîtes. Des sacs. Des sacs en plastique scellé, remplis de quelque chose de blanc. De la drogue. C'était de la drogue. Il y avait de la drogue cachée dans mon sous-sol, dans ma maison. Et ma femme le savait. J'ai senti ma bouche s'assécher. J'ai senti mes mains commencer à transpirer. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je n'arrivais pas à assimiler ce qui se passait juste sous mes yeux. L'homme a pris plusieurs sacs, les a mis dans un sac à dos noir, puis a remis les boîtes à leur place. Il a dit autre chose à Antonia. Elle a de nouveau hoché la tête, et puis, il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Il s'est approché d'elle, et a mis sa main autour de son cou. Il ne l'étranglait pas, mais il la tenait fermement, de manière possessive, menaçante, et il lui a dit quelque chose en plein visage. Antonia a fermé les yeux. J'ai vu une larme rouler sur sa joue. J'ai lâché le téléphone. Je l'ai littéralement laissé tomber sur le lit, comme s'il me brûlait. Ma respiration était devenue irrégulière, saccadée. Ma poitrine était oppressée, comme si quelqu'un était assis sur moi. De la drogue. Cet homme avait caché de la drogue dans mon sous-sol. Et Antonia, mon Antonia, était impliquée là-dedans. Mais la façon dont il l'avait attrapée par le cou, la façon dont elle avait fermé les yeux et pleuré, ce n'était pas de la complicité. C'était de la peur. Une peur pure et absolue. J'ai repris le téléphone d'une main tremblante, et j'ai continué à regarder l'écran. L'homme avait déjà lâché Antonia, et se dirigeait vers la porte. Elle le suivait quelques pas derrière, la tête baissée, vaincue. Je l'ai vu ouvrir la porte, monter les escaliers, et disparaître. Antonia est restée en bas encore quelques minutes, debout au milieu du sous-sol, les mains couvrant son visage. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait, pleurait silencieusement, seule, dans l'obscurité de ce maudit sous-sol. Et j'étais en haut, dans notre lit, regardant tout à travers un écran, me sentant comme le plus grand lâche du monde pour ne pas avoir été là pour la protéger. Finalement, je l'ai vu essuyer ses larmes, éteindre la lumière, et monter les escaliers. J'ai rapidement fermé l'application, et j'ai fait semblant de dormir à nouveau. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer doucement. J'ai entendu ses pas monter jusqu'à notre chambre. Je l'ai senti se glisser dans le lit à côté de moi. Et pendant tout ce temps, j'ai gardé les yeux fermés, contrôlant ma respiration, serrant les poings sous les couvertures, jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Je voulais la serrer dans mes bras. Je voulais lui demander ce qui se passait, bon sang. Je voulais lui dire que je savais tout. Mais je ne pouvais pas. Parce que si je lui disais que j'avais vu les enregistrements, si je révélais que j'étais au courant pour la drogue, cet homme pourrait lui faire du mal. Il pourrait nous faire du mal à tous les deux. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un plan. J'ai attendu qu'Antonia s'endorme. Sa respiration est devenue plus lente, plus profonde, et puis, très prudemment, je suis sorti du lit et je suis allé dans la salle de bain. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le rebord de la baignoire, et j'ai rouvert l'application de la caméra. J'ai regardé tout l'enregistrement à nouveau, puis encore et encore, cherchant des détails, cherchant des indices. L'homme était arrivé seul, n'avait pas dit son nom. Antonia ne l'avait pas appelé par un nom spécifique non plus. Mais sa façon de bouger,
sa façon de regarder autour de lui avant d'entrer, la façon dont il avait menacé ma femme. Ce n'était pas un amateur. C'était un criminel professionnel, et il avait transformé ma maison en sa planque de drogue personnelle. Je suis resté assis là pendant des heures, à réfléchir, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là, comment il était possible que pendant des mois, peut-être plus, ce type ait utilisé notre sous-sol sans que je ne m'en aperçoive. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 6 mois, pile au moment où Antonia a commencé à se comporter bizarrement, il y a eu un incident. Un jour, je suis rentré du travail, et j'ai trouvé la serrure de la porte d'entrée forcée. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont fouillé la maison. Ils ont dit que c'était probablement des cambrioleurs qui avaient pris peur et s'étaient enfuis avant de voler quoi que ce soit. Il ne manquait rien. Tout était à sa place. Alors, on a laissé couler. Mais maintenant, je comprenais. Ce n'était pas de vulgaires cambrioleurs. C'était lui. Cet homme était entré dans notre maison ce jour-là. Il avait rencontré Antonia, et d'une manière ou d'une autre, il l'avait forcée. Il l'avait menacée. Il l'avait fait chanter pour qu'elle le laisse utiliser notre sous-sol. J'ai senti la rage commencer à bouillir en moi. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce salaud était entré chez moi, avait menacé ma femme, avait transformé notre vie en cauchemar, et je ne pouvais rien faire. Oh, que si, je pouvais faire quelque chose. Je pouvais aller voir la police, leur montrer les enregistrements, le dénoncer. Mais après? Cet homme savait où nous vivions, savait qui nous étions. S'il était arrêté, il pouvait avoir des complices, des gens qui viendraient nous chercher pour se venger. Je ne pouvais pas risquer la vie d'Antonia comme ça. Je devais être plus intelligent. J'avais besoin d'aide. Et je ne connaissais qu'une seule personne capable de m'aider pour ce genre de choses. Julien. Mon meilleur ami depuis 30 ans, un ancien flic. Il avait pris sa retraite il y a 5 ans, après 25 ans de service. Maintenant, il travaillait comme agent de sécurité dans une banque, mais il avait toujours des contacts dans la police. Il savait encore comment ces choses-là fonctionnaient. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était lui. J'ai attendu l'aube. Je n'ai pas dormi du tout. Je suis resté dans la salle de bain jusqu'à 6 heures du matin, quand j'ai entendu Antonia se lever. Je suis sorti, j'ai fait semblant de venir de me réveiller, et je lui ai dit que je devais partir tôt à cause d'un problème à l'usine. Elle a à peine hoché la tête, avec ses yeux fatigués, gonflés d'avoir tant pleuré. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement, je me suis habillé, et j'ai quitté la maison, sentant son regard fixé dans mon dos. Je suis allé directement chez Julien. J'ai frappé à la porte avec insistance, jusqu'à ce qu'il m'ouvre, encore en pyjama, l'air grincheux. Adolfo, c'est quoi ce bordel? Il est 7 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré sans attendre d'invitation, j'ai fermé la porte derrière moi, et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai besoin de ton aide, Julien, et c'est urgent. Il a dû voir quelque chose dans mon expression, car son attitude a changé immédiatement. Il est devenu sérieux, attentif. Assieds-toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Et je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, du comportement étrange d'Antonia jusqu'aux visites nocturnes dans le sous-sol. Je lui ai montré les enregistrements sur mon téléphone. J'ai vu son expression passer de la surprise à l'inquiétude, et enfin à une rage contenue. Fils de paix. A-t-il marmonné, en regardant l'homme menacer Antonia. C'est grave, Adolfo. Très grave. Ce type est un dealer, et il ne travaille probablement pas seul. Il doit avoir un réseau. Des gens au-dessus de lui, des gens en dessous de lui. Si tu le confrontes directement, il pourrait vous tuer, toi et Antonia. Je sais, lui ai-je dit. C'est pour ça que je suis venu te voir. Qu'est-ce que je peux faire? Julien a longuement réfléchi. Finalement, il a parlé. J'ai un contact au stup. Un bon gars. On peut lui montrer ça, mais on a besoin de plus d'informations. On doit savoir qui est cet homme. On doit savoir s'il vient seul, ou avec d'autres personnes. On doit savoir à quelle fréquence il vient. Et quelle quantité de drogue il écoule. Plus on aura d'informations, plus il sera facile de démanteler toute l'opération d'un coup, et plus vous serez en sécurité. Il doit revenir, ai-je dit. Il vient tous les 2 ou 3 jours. Toujours à 2 heures du matin.
Parfait, a dit Julien. Alors on va faire le guet. Je vais venir avec toi ce soir. On va tout enregistrer. On va avoir son visage, son véhicule, s'il arrive avec, et tous les détails qu'on pourra obtenir. Et ensuite, on ira voir mon contact. Mais Adolfo. C'est important. Ne dis rien à Antonia pour le moment. Si elle sait que tu sais, elle pourrait agir différemment, et ce type va s'en rendre compte. On ne peut pas prendre ce risque. J'ai hoché la tête, même si j'avais mal au cœur. Garder ce secret, continuer à faire semblant de ne rien savoir pendant que ma femme souffrait en silence, était l'une des choses les plus dures que j'ai eu à faire de ma vie. Mais Julien avait raison. Si on voulait en finir avec ça, je devais être intelligent. Je devais être patient. Je suis rentré à la maison ce matin-là avec un plan. Julien viendrait le soir même, vers 1h du matin. Il se garerait dans la rue de derrière, où personne ne pourrait le voir. Il aurait un appareil photo professionnel avec un zoom. Il filmerait le type à son arrivée, et à son départ. On aurait son visage, sa plaque d'immatriculation s'il venait en voiture, tout. Et moi, je continuerais à enregistrer avec ma caméra cachée dans le sous-sol. Avec les 2 enregistrements, nous aurions assez de preuves pour le faire plonger. Je suis entré dans la maison, et j'ai trouvé Antonia dans la cuisine, en train de nettoyer compulsivement la même vaisselle, encore et encore. Je me suis approché d'elle, et je l'ai enlacée par derrière. Elle s'est raidie une seconde, puis s'est détendue. « Je t'aime, Antonia », lui ai chuchoté à l'oreille. « Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » Je l'ai sentie trembler dans mes bras. « Je t'aime aussi, Adolfo », a-t-elle répondu d'une voix brisée. « Plus que tu ne l'imagines. » Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Antonia et moi avons dîné en silence. Elle a à peine touché à sa nourriture. Elle se contentait de déplacer la fourchette d'un côté à l'autre de l'assiette, perdue dans ses pensées. J'ai essayé d'agir normalement, de parler de choses banales, de la météo, des informations, de tout ce qui semblait ordinaire, mais à l'intérieur, j'étais détruit. À chaque fois que je la regardais, je voyais cette femme forte et courageuse que j'avais rencontrée tant d'années auparavant, désormais réduite à une ombre terrifiée. Et le pire, c'était qu'elle portait tout cela seule depuis des mois. Seule, incapable de me le dire, incapable de demander de l'aide, parce que ce salaud l'avait menacée. J'en étais sûr. Il avait menacé de me faire du mal, ou peut-être de faire du mal à quelqu'un d'autre dans notre famille. C'est pour ça qu'elle s'était tue. C'est pour ça qu'elle avait enduré tout cela sans dire un mot, parce qu'elle me protégeait. Et ça rendait ma rage encore plus grande. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder la télévision. Comme toujours, Antonia s'est blottie contre moi, et a posé sa tête sur mon épaule. J'ai passé mon bras autour d'elle, et je l'ai serrée contre moi. Nous sommes restés ainsi pendant des heures sans parler, existant simplement ensemble dans ce petit moment de paix, avant que la tempête ne commence. À 23h, je lui ai dit que j'étais fatigué, et que j'allais dormir. Elle a hoché la tête, et m'a dit qu'elle me suivrait dans quelques minutes. Je suis monté dans la chambre, j'ai mis mon pyjama, et je me suis couché, mais je n'ai pas fermé les yeux. Je les ai gardés ouverts, fixés sur le plafond, attendant. Attendant que 1h du matin arrive. Attendant que Julien arrive. Attendant que tout cela se termine enfin. À 00h30, j'ai reçu un SMS de Julien. Je suis là. En position. Appareil prêt. Préviens-moi quand il y a du mouvement. J'ai répondu par un simple bokeh, et j'ai mis le téléphone sous mon oreiller. Quelques minutes plus tard, Antonia est entrée dans la chambre, s'est changée en silence, s'est mise au lit à côté de moi, et a éteint la lumière. Je pouvais sentir sa tension. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière. Je savais qu'elle n'allait pas dormir non plus. Je savais qu'elle attendait. Attendant que 2h du matin arrivent. Attendant que ce monstre frappe à nouveau à notre porte. Les minutes ont passé avec une lenteur angoissante. 1h du matin. 1h30 et puis, exactement à 2h05, j'ai entendu un bruit dehors. Le moteur d'une voiture s'approchant lentement dans notre rue, s'arrêtant devant la maison. Le moteur s'est éteint. Silence. J'ai senti Antonia se raidir à côté de moi. Sa respiration s'est arrêtée une seconde, puis elle s'est levée lentement, essayant de ne pas faire de bruit, mais je pouvais sentir chacun de ses mouvements.
Elle a mis une robe de chambre, a quitté la pièce, et a fermé la porte doucement. J'ai attendu 30 secondes, puis j'ai sorti mon téléphone de sous l'oreiller. J'ai ouvert l'application de la caméra du sous-sol. L'écran s'est allumé, me montrant le sous-sol vide. Il n'était pas encore là. Je suis passé à mes messages, et j'ai écrit à Julien. Ça commence. Il est là. Il m'a répondu immédiatement. Je le vois. Il sort d'une Chevrolet noire. Plaque d'immatriculation capturée. Il s'approche de ta porte. Mon Dieu, c'est lui. C'est Eduardo Salazar. Je le connais. Ce type a un casier. Trafic, extorsion. Coups et blessures aggravées. Je croyais qu'il était encore en prison. Il a dû sortir récemment. Adolfo, ce type est dangereux. Très dangereux. Ne fais pas de bêtises. Contente-toi de tout enregistrer. Je m'occupe du reste. J'ai senti ma peau se hérisser. Eduardo Salazar. Maintenant, ce monstre avait un nom. Et pas seulement ça, il avait un casier judiciaire. Il avait été en prison, et maintenant il utilisait ma maison, menaçait ma femme, détruisait nos vies. Je suis retourné sur l'application de la caméra juste à temps pour voir Antonia descendre les escaliers du sous-sol. Derrière elle venait lui, Eduardo. Je pouvais voir son visage plus clairement cette fois. Il avait environ 40 ans, peut-être moins. Des cheveux noirs courts, une barbe de quelques jours, une cicatrice sur le sourcil gauche. Il portait une veste en cuir noir et un jean foncé. Et à sa taille, à peine visible sous la veste, j'ai pu voir quelque chose qui m'a glacé le sang. Une arme. Il était armé. Ce fils de paix entrait armé chez moi. Il faisait pression sur ma femme avec des menaces, tout en portant une arme à la taille. J'ai vu Antonia verrouiller la porte du sous-sol de l'intérieur. J'ai vu Eduardo s'asseoir sur l'une des chaises, et la regarder avec cette expression que je reconnaissais déjà, le mépris, le contrôle, le pouvoir. Il a dit quelque chose. Antonia a hoché la tête, et s'est dirigée vers les étagères. Elle a déplacé plusieurs boîtes, et a sorti 2 grands sacs pleins de cette substance blanche. Elle les a posés sur la table devant lui. Eduardo les a examinés attentivement, en a ouvert un, y a plongé le doigt, a goûté le contenu, et a hoché la tête de satisfaction. Ensuite, il a sorti son téléphone et a pris des photos des sacs, les envoyant probablement à quelqu'un d'autre, à son patron, à ses clients, à quiconque était au-dessus de lui dans cette chaîne d'événements. Il a sorti une liasse de billets de sa veste, et l'a posée sur la table. Il a dit autre chose à Antonia. Elle a secoué la tête. Il s'est levé brusquement, s'est approché d'elle, et lui a attrapé le bras avec force. Je l'ai vu grimacer de douleur. Je l'ai vu lui crier quelque chose au visage. Et là, Antonia a pointé du doigt vers le haut, vers l'endroit où j'étais, vers notre chambre. Eduardo a lâché un rire cruel et sadique, a dit autre chose, puis l'a relâché avec une bousculade. Antonia a failli perdre l'équilibre, mais a réussi à s'agripper à la table. Elle avait des larmes aux yeux, des larmes de rage, d'impuissance, de peur. Et moi, j'étais en haut, observant tout à travers un écran, me mordant la lèvre jusqu'au sang pour ne pas descendre ces escaliers en courant, et démolir le visage de ce salaud. Eduardo a mis les sacs dans son sac à dos, a remis l'argent dans sa veste, et s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il s'est retourné et a dit encore quelque chose à Antonia, quelque chose qui l'a fait se recroqueviller sur elle-même. Puis il a monté les escaliers, et a disparu. Antonia est restée là, au milieu du sous-sol, pleurant en silence. Elle a porté ses mains à son visage, et a sangloté. Elle sanglotait de tout son corps, avec toute sa douleur accumulée pendant des mois. Et j'ai senti quelque chose en moi se briser définitivement. Mon téléphone a vibré. Message de Julien. J'ai tout enregistré. Son visage, sa voiture, la plaque. Il vient de partir. Demain à la 1re heure, je vais voir mon contact au stup. On va faire tomber ce fils de paix. Tiens bon encore un peu, mon frère. Ce cauchemar est presque terminé. J'ai fermé mon téléphone et j'ai attendu. J'ai attendu qu'Antonia monte les escaliers. J'ai attendu qu'elle rentre dans la chambre. J'ai attendu qu'elle se mette au lit à côté de moi. Et quand elle l'a fait, quand j'ai senti son corps tremblant contre le mien, j'ai dû utiliser toute ma volonté pour ne pas la serrer dans mes bras, pour ne pas lui dire que je savais tout,
pour ne pas lui promettre que j'allais la protéger. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je devais attendre encore un peu. Juste un peu plus longtemps. Et ensuite, ce maudit Eduardo Salazar allait payer pour chaque larme qu'il avait fait verser à ma femme. Il allait payer pour chaque nuit de terreur. Il allait payer pour être entré dans ma maison, et avoir détruit notre paix. Il allait payer cher, très cher. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Antonia dormait encore, ou du moins faisait semblant de dormir. Je me suis habillé en silence, et j'ai quitté la maison. Je suis allé directement dans un café du quartier où j'avais rendez-vous avec Julien. Il était déjà là, assis à une table au fond, avec un ordinateur portable ouvert devant lui. Je me suis assis, et il m'a tendu un café. « Tu as l'air terrible, mon frère », a-t-il dit. « Tu n'as pas dormi du tout, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête. « Comment aurais-je pu ?» Julien a hoché la tête avec compréhension. « Écoute, je vais te montrer ce que j'ai enregistré la nuit dernière. » Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran, il y avait une vidéo en pause. Il a appuyé sur lecture. J'ai vu Eduardo sortir de sa Chevrolet noire. Je l'ai vu regarder de tous les côtés, avant de s'approcher de ma porte. J'ai vu son visage parfaitement clair sous le lampadaire. Julien avait raison. L'enregistrement était impeccable. Ensuite, il m'a montré d'autres plans. Eduardo sortant de ma maison avec son sac à dos visiblement plus rempli. Eduardo montant dans sa voiture. La plaque d'immatriculation du véhicule parfaitement visible. Tout était là. Toutes les preuves dont nous avions besoin. C'est de l'or, Adolfo, a dit Julien. Avec ça, et ton enregistrement du sous-sol, on a de quoi faire agir le parquet. Mon contact au stup est déjà au courant. Je lui ai envoyé les photos d'Eduardo, et il a confirmé que c'est bien qui on pense. Eduardo Salazar. Sorti de prison il y a 8 mois pour bonne conduite. Il était soi-disant en liberté conditionnelle, et devait pointer toutes les semaines. Évidemment, il ne l'a pas fait. Et évidemment, il est retourné à ses vieilles habitudes, le trafic de drogue. Mais maintenant, on a des preuves. Des preuves solides. Ils vont monter une opération. Ils vont surveiller ta maison. Et la prochaine fois que ce salaud se pointera, ils vont le prendre la main dans le sac. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Du soulagement, parce qu'enfin, un plan était en marche. De la terreur, parce que je savais que n'importe quoi pouvait mal tourner. Eduardo était un criminel. Viol. Il était armé. Si quelque chose l'alertait, s'il soupçonnait, ne serait-ce qu'une seconde, que nous lui tendions un piège, il pourrait réagir. Il pourrait faire du mal à Antonia. Il pourrait nous faire du mal à tous. Julien a dû lire dans mes pensées, car il a posé sa main sur mon épaule. Je sais ce que tu penses, Adolfo. Et tu as raison d'avoir peur, mais ces gars savent ce qu'ils font. Ce sont des professionnels. Ils ont fait ça des centaines de fois. Ils seront préparés à tout. Ils auront des tireurs d'élite, des équipes d'assaut. Des négociateurs. Ils ne laisseront rien au hasard. Et surtout, ils vont protéger Antonia. Elle ne sera pas en danger. Je te le promets. Je veux être là, lui ai-je dit. Quand ils l'attraperont, je veux être là. Je veux le voir tomber. Julien a secoué la tête. Tu ne peux pas. Si tu es là, si Eduardo te voit, s'il remarque quoi que ce soit de différent dans ton comportement, tout pourrait foirer. Tu dois continuer à agir normalement. Tu dois continuer ta routine. Aller au travail, rentrer à la maison, dîner avec Antonia. Dormir comme si de rien n'était. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est presque impossible, mais c'est la seule façon pour que ça marche. Il avait raison. Je le savais. Mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. L'idée de continuer à faire semblant, de continuer à voir Antonia souffrir sans pouvoir rien faire, me tuait à l'intérieur. Mais je le ferai. Je ferai n'importe quoi pour la garder en sécurité. Les 3 jours suivants ont été un enfer. Je suis rentré à la maison ce matin-là, et j'ai trouvé Antonia en train de préparer le petit déjeuner. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré toute la nuit, mais quand elle m'a vu, elle a forcé un sourire. « Bonjour, Adolfo. Je t'ai fait du café. »
Je me suis assis à la table, et je les regardais se déplacer dans la cuisine. Chacun de ces gestes me blessait. Chaque regard perdu, chaque soupir retenu. Je voulais lui hurler que je savais tout, que le cauchemar était sur le point de se terminer, qu'elle serait bientôt libre. Mais je ne pouvais pas. Alors, j'ai juste bu mon café en silence, et je suis allé au travail comme tous les jours. À l'usine, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes collègues m'ont demandé plusieurs fois si je me sentais bien. L'un d'eux a suggéré que je devrais peut-être rentrer chez moi plus tôt, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas modifier ma routine. Je ne pouvais rien faire qui puisse paraître suspect. Julien m'a tenu informé par message toute la journée. L'opération était en cours. Ils avaient installé des caméras de surveillance tout au long de ma rue. Ils avaient des agents en civil vivant dans une maison au bout de la rue, se faisant passer pour un couple qui venait d'emménager. Ils avaient des équipes prêtes à se mobiliser dès qu'Eduardo apparaîtrait à nouveau. Ce n'était plus qu'une question d'attente. Attendre que ce salaud retombe dans son propre piège. Mais il y a eu un problème. Eduardo n'est pas venu ce soir-là, ni le suivant. 3 jours se sont écoulés sans qu'il n'apparaisse. 3 jours d'une tension insoutenable. 3 jours pendant lesquels Antonia était de plus en plus nerveuse, de plus en plus effrayée. Je la voyais vérifier son téléphone constamment, sursauter au moindre bruit, regarder par les fenêtres, attendant, tout comme moi. La 4e nuit, c'est finalement arrivé. Il était 2h10 du matin, quand j'ai entendu un moteur de voiture s'arrêter devant la maison. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Message de Julien. C'est lui. Tout le monde est en position. Ne sortez de votre chambre sous aucun prétexte. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai senti Antonia sortir du lit. Je l'ai entendu descendre les escaliers. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'application de la caméra du sous-sol. Il y avait Eduardo, entrant le premier, Antonia derrière lui, verrouillant la porte. Tout était comme d'habitude. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, à l'extérieur, des dizaines de policiers encerclaient ma maison en silence. Cette fois, Eduardo Salazar était à quelques minutes de se faire attraper. J'ai vu Eduardo s'asseoir, et ordonner à Antonia de sortir la marchandise. Elle a obéi comme toujours, a déplacé les boîtes, a sorti les sacs, et les a posés sur la table. Eduardo les a examinés, a sorti son téléphone, a pris des photos, tout son rituel habituel. Et puis, au moment exact où il mettait les sacs dans son sac à dos, j'ai entendu un bruit que je n'oublierai jamais. Un grand fracas soudain en haut, la porte d'entrée qu'on défonçait. Des cris, police. Ne bougez plus. Oh les mains. J'ai vu sur l'écran comment Eduardo a sursauté. Comment sa main est allée directement à sa taille, vers son arme. Comment Antonia a crié, et s'est jetée par terre. Et là, la porte du sous-sol a également été défoncée. Des agents entièrement vêtus de noir ont dévalé les escaliers en pointant leurs armes. Lâchez votre arme. Lâchez votre arme tout de suite. Au sol. Au sol. Eduardo a hésité une seconde éternelle. J'ai vu la folie dans ses yeux. J'ai vu comment il calculait ses options, fuir, se battre, se rendre. Et puis, Dieu merci, il a lâché l'arme. Il l'a laissé tomber sur le sol, et a levé les mains. Les agents se sont jetés sur lui, l'ont plaqué au sol, et l'ont menotté, si fort que je l'ai entendu crier de douleur, même à travers le son capté par l'écran. Un autre agent s'est approché d'Antonia, l'a aidé à se lever, et lui a parlé. Elle hochait la tête, en pleurs, tremblante. L'agent l'a guidée vers les escaliers, loin d'Eduardo, loin de ce maudit sous-sol où elle avait tant souffert. Et moi, dans ma chambre, j'ai lâché le téléphone, et je me suis couvert le visage de mes mains. C'était fini. C'était enfin fini. J'ai entendu des pas monter les escaliers vers notre chambre. La porte s'est ouverte. C'était un officier de police. Monsieur Adolfo, pouvez-vous descendre maintenant? Votre femme a besoin de vous. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai couru en bas. Le salon était rempli de policiers. Des agents fouillaient chaque recoin de la maison. D'autres parlaient à la radio. Et au milieu de tout ce chaos, j'ai vu Antonia. Elle était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture,
pleurant de façon inconsolable. J'ai couru vers elle, et je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai serrée de toutes mes forces, et elle s'est accrochée à moi, comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Je suis désolé, Adolfo, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne rien t'avoir dit. Je l'ai juste serré plus fort. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce n'est pas de ta faute. Rien de tout cela n'est de ta faute. Un inspecteur s'est approché de nous. Il s'est présenté comme étant le capitaine Rodrigo Mendes, chef de l'unité des stupéfiants. Monsieur Adolfo, j'ai besoin que vous et votre femme veniez avec nous au poste. Nous devons prendre vos dépositions. Nous avons besoin que vous nous racontiez tout depuis le début, chaque détail, chaque conversation, tout ce dont vous vous souvenez. À votre rythme, bien sûr. Le capitaine a regardé Antonia avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Madame Antonia, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas d'ennui. Vous êtes une victime dans tout cela. Nous le comprenons, mais nous avons besoin de votre aide, pour nous assurer que ce type, et tous ceux qui travaillent avec lui, paient pour ce qu'ils ont fait. Antonia a hoché la tête faiblement. Je vais tout raconter. Tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a forcé à faire. Mais s'il vous plaît, protégez-nous. Il a des gens. Il a des associés. Ils vont venir. Ils vont vouloir se venger. Le capitaine a hoché la tête. Nous le savons déjà, et nous prenons déjà des mesures. Nous aurons des patrouilles pour surveiller votre maison 24 heures sur 24. Nous allons vous assigner une protection, et nous allons démanteler tout le réseau d'Eduardo Salazar. Chacun de ses contacts. Chacun de ses partenaires. Ils ne pourront pas vous toucher. Je vous le promets. Ils nous ont fait monter dans une voiture de patrouille, et nous ont emmenés au poste de police. Le trajet s'est fait en silence. Antonia a posé sa tête sur mon épaule, et je l'ai tenue contre moi. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont séparés. Ils l'ont emmené dans une salle d'interrogatoire, avec un psychologue spécialisé dans les victimes de traumatisme. Ils m'ont emmené dans une autre pièce, où le capitaine Mendes et 2 autres inspecteurs m'ont posé des milliers de questions. Je leur ai tout dit. Du moment où j'ai remarqué le changement de comportement d'Antonia, jusqu'à l'installation de la caméra. Je leur ai montré tous les enregistrements, je leur ai donné un accès total à mon téléphone, je leur ai parlé de Julian et de la façon dont il m'avait aidé. Tout. Nous sommes restés à ce poste pendant près de 6 heures. Quand ils nous ont enfin laissés partir, le jour se levait déjà. Nous sommes sortis, et nous avons trouvé Julian qui nous attendait dehors. Mon frère, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. On a réussi. Ce salaud est derrière les barreaux, et il n'est pas prêt d'en sortir. Il a assez de chefs d'accusation pour être enfermé pour les 20 prochaines années, au moins. Et ça, c'est s'il a de la chance. Puis il s'est tourné vers Antonia. Madame Antonia, je suis tellement désolé pour ce que vous avez traversé. Personne ne mérite de vivre avec une telle peur, mais je veux que vous sachiez que vous avez été très courageuse. Très courageuse d'avoir résisté, d'avoir protégé votre mari. Vous êtes une héroïne. Antonia a juste hoché la tête, trop épuisée pour parler. Julian nous a ramenés à la maison. Quand nous sommes entrés, la maison était encore bouclée. Il y avait des rubans de police partout. Les agents de la police scientifique travaillaient encore dans le sous-sol. Ils nous ont dit qu'il faudrait au moins une journée de plus pour finir de recueillir toutes les preuves, et que nous ne pouvions pas y descendre. Ça m'était égal. Je ne voulais plus jamais descendre dans ce maudit sous-sol de ma vie. Cette nuit-là, Antonia et moi sommes restés éveillés dans le salon. Aucun de nous ne pouvait dormir. Il y avait trop d'émotions, trop de pensées qui tourbillonnaient dans nos têtes. Finalement, elle a brisé le silence. Je dois tout te raconter, Adolfo. Tu dois savoir comment tout ça a commencé. Comment ce monstre est entré dans nos vies. Je l'ai regardé, et je lui ai pris la main. Je suis là. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, quand tu veux. Elle a pris une grande inspiration, essuyant les larmes qui commençaient déjà à couler de nouveau. C'était il y a 6 mois. Ce jour-là, tu es parti travailler tôt, parce qu'il y avait une réunion importante à l'usine. J'étais seul à la maison, en train de nettoyer la cuisine, et puis j'ai entendu du bruit à la porte d'entrée. J'ai cru que c'était toi.
Que tu avais oublié quelque chose et que tu étais revenu. Mais quand je suis sorti pour voir, la porte était entr'ouverte, et il était là, debout, au milieu de notre salon. Eduardo, avec une arme à la main. Je suis resté figé, a continué Antonia, d'une voix tremblante. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas crier. Je pouvais seulement le regarder, et il a souri. Il a souri comme si c'était un jeu. Il m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il avait juste besoin d'utiliser notre maison pour stocker certaines choses. Que si je coopérais, personne ne serait blessé. Mais si je refusais, si j'appelais la police, si je disais quoi que ce soit à mon mari, il me trouverait. Il te trouverait. Et il nous tuerait tous les deux. Il a dit qu'il connaissait nos horaires. Il a dit qu'il savait où tu travaillais. Il a dit qu'il savait tout sur nous. Et je l'ai cru. J'ai vu la folie dans ses yeux. J'ai vu qu'il était sérieux. J'ai vu qu'il était capable de faire exactement ce qu'il disait. Alors? J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête comme une lâche, et je l'ai laissé transformer notre sous-sol en sa réserve de drogue personnelle. Tu n'es pas une lâche, lui ai-je dit, en serrant sa main. Tu as fait ce qu'il fallait pour nous maintenir en vie. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est de la survie. Mais elle a secoué la tête. J'aurais dû te le dire depuis le début, Adolfo. J'aurais dû te faire confiance. On aurait dû aller voir la police ensemble. Au lieu de ça, j'ai gardé le secret. J'ai vécu avec cette terreur pendant des mois. Chaque nuit où il venait, je descendais et je l'aidais à sortir cette drogue. Chaque nuit. Il me menaçait à nouveau. Il me disait que si un jour je n'étais pas là à son arrivée, si un jour je changeais la serrure ou faisais quoi que ce soit de suspect, il viendrait te chercher. Et je ne pouvais pas permettre ça. Je ne pouvais pas risquer ta vie. Je préférais mourir 1000 fois. Plutôt que de le laisser te faire du mal. Des larmes coulaient sur mon visage. Maintenant, je pleurais avec elle. Je pleurais pour toute la souffrance qu'elle avait endurée en silence. Je pleurais pour toutes les nuits où elle était descendue dans ce sous-sol, terrifiée. Je pleurais d'avoir été si près, et de n'avoir pas pu la protéger. Nous nous sommes serrés dans les bras, juste là, sur le canapé de notre salon, et nous avons pleuré ensemble, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'épuisement, le soulagement, et la certitude qu'enfin, après tant de temps, nous pourrions commencer à guérir. Je te promets quelque chose, Antonia, lui ai-je dit, en la regardant dans les yeux. Nous ne nous cacherons plus jamais de secrets. Plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Elle a hoché la tête. Ensemble, toujours ensemble. Les jours qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. Le capitaine Mendes nous appelait constamment pour nous tenir au courant de l'affaire. Eduardo Salazar avait été officiellement inculpé pour trafic de stupéfiants, possession illégale d'armes, violation de domicile, extorsion, et menaces. L'accusation demandait une peine de 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il y avait plus. Grâce aux informations trouvées sur le téléphone d'Eduardo et à son domicile, ils avaient réussi à identifier d'autres membres de son réseau. Ils ont arrêté 5 autres personnes, lors d'opérations coordonnées. Ils ont saisi plus de 250 000 € en espèces, et près de 100 kilos de cocaïne. C'était l'un des plus grands coups de filet contre le trafic de drogue dans notre ville de ces dernières années. Et tout avait commencé dans le sous-sol de notre humble maison. Les médias ont eu vent de l'histoire. Des journalistes ont commencé à frapper à notre porte. Ils voulaient interviewer Antonia. Ils voulaient savoir comment elle se sentait. Ils voulaient connaître tous les détails. Mais le capitaine Mendes nous a conseillé de ne parler à personne, du moins pas avant la fin du procès. Alors, nous nous sommes enfermés dans la maison. Nous avions une protection policière constante. Il y avait une voiture de patrouille garée devant chez nous, tout le temps. Nous nous sentions en sécurité, mais aussi pris au piège, prisonniers dans notre propre maison. Nous ne pouvions pas sortir sans que les voisins ne nous regardent. Nous ne pouvions pas aller au marché sans que les gens ne chuchotent dans notre dos. Nous étions devenus un spectacle, la famille qui avait hébergé un trafiquant sans le savoir. Certaines personnes étaient gentilles. Elles laissaient de la nourriture à notre porte. Elles nous envoyaient des messages de soutien. Elles nous disaient que nous étions courageux. Mais d'autres nous jugeaient. J'entendais des commentaires comme « Ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils devaient savoir quelque chose.
Peut-être qu'ils étaient impliqués, eux aussi. Chaque mot était comme un coup de couteau. Mais Antonia m'a appris quelque chose, pendant ces jours difficiles. Elle m'a appris que la seule chose qui comptait, c'était que nous connaissions la vérité. Et que les personnes qui nous connaissaient vraiment, les personnes qui nous aimaient vraiment, la connaissaient aussi. Les autres pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient. Un après-midi, nous avons reçu une visite inattendue. C'était Oana, la sœur d'Antonia. Elle avait fait les 2 heures de route depuis sa ville, dès qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Elle est entrée dans la maison, et a serré Antonia dans ses bras pendant ce qui a semblé être une éternité. « Tu aurais dû m'appeler », lui a dit Oana à travers ses larmes. « Tu aurais dû me dire ce qui se passait. Je t'aurais aidé. Nous aurions trouvé une solution ensemble. » Mais Antonia a juste secoué la tête. « Je ne pouvais pas te mettre en danger toi aussi, Oana. S'il t'était arrivé quelque chose par ma faute, je ne me le serais jamais pardonné. » Oana est restée avec nous pendant une semaine. Sa présence nous a fait du bien. Elle nous a aidés à cuisiner, à nettoyer, à rétablir une sorte de normalité au milieu du chaos. Et plus important encore, elle a donné à Antonia quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui comprenait sa douleur d'un point de vue différent du mien. Quelqu'un qui pouvait la serrer dans ses bras, et lui dire que tout irait bien, d'une manière que moi, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas. Pendant cette semaine, nous avons également reçu un appel du capitaine Mendes. Il avait des nouvelles. Eduardo Salazar avait accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. Au lieu de 25 ans, il en purgerait 18. Mais il y avait une condition. Il devait donner les noms de tous ses contacts, de tous les fournisseurs, de tous les distributeurs, de toutes les personnes impliquées dans l'opération. Et il était en train de le faire. Il se mettait à table, comme on dit. Grâce à son témoignage, ils allaient pouvoir démanteler l'un des plus grands réseaux de trafic de drogue de la région. Cela signifie qu'il n'y a plus aucun danger pour vous, nous a dit le capitaine. Toute l'organisation est en train de tomber. Il ne reste personne en liberté qui pourrait venir chercher vengeance. Vous pouvez recommencer à vivre, l'esprit tranquille. J'ai senti un poids énorme s'envoler de mes épaules. Antonia aussi. Nous nous sommes regardés, et nous avons su que nous pouvions enfin respirer. Que nous pouvions enfin commencer à véritablement guérir. Les mois qui ont suivi ont été des mois de guérison. Antonia a commencé à suivre une thérapie. Une psychologue spécialisée dans les traumatismes, que le département de police lui avait recommandé. Au début, elle ne voulait pas y aller. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle pouvait gérer ça toute seule. Mais j'ai insisté, et avec le temps, ça a commencé à l'aider. Elle a commencé à assimiler tout ce qu'elle avait vécu. Elle a commencé à comprendre que ce n'était pas de sa faute, qu'elle avait été une victime, et qu'elle méritait de guérir. Je suis aussi allé à quelques séances pour la soutenir, pour apprendre à mieux l'aider. Et j'ai découvert que moi aussi, j'avais besoin de surmonter ce qui s'était passé, l'impuissance que j'avais ressentie, la colère, la peur de la perdre. Nous avons décidé de faire quelques changements dans la maison. Le premier a été le sous-sol. J'ai engagé des ouvriers pour le vider complètement. Nous avons enlevé tout ce qui s'y trouvait. Toutes les vieilles boîtes, tous les outils rouillés, tout. Nous avons peint les murs en blanc, installé de nouvelles lumières vives, acheté de nouvelles étagères, et nous les avons remplies de belles choses. Des photos de famille, des livres, des souvenirs heureux. Nous avons transformé cet espace, qui avait été le témoin de tant de souffrances, en quelque chose de nouveau, quelque chose de propre, quelque chose qui représentait un nouveau départ. Et ça a marché. Lentement, l'endroit a cessé de m'effrayer. Il a cessé d'effrayer Antonia. Il est simplement devenu une autre pièce de notre maison. 6 mois après l'arrestation d'Eduardo Salazar, le jour du procès est enfin arrivé. Bien qu'il ait plaidé coupable, nous devions tout de même comparaître au tribunal pour témoigner. Antonia était terrifiée. La nuit précédente, elle n'a pas pu dormir. Je l'ai entendue se lever à plusieurs reprises, marcher dans la maison, boire de l'eau, retourner se coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Je savais que revoir cet homme, même si c'était derrière une vitre ou menotté, allait être dur pour elle. Cela allait faire remonter tous ces souvenirs qu'elle avait tant travaillé à surmonter en thérapie. Mais je savais aussi que c'était nécessaire. C'était la conclusion dont nous avions tous les deux besoin, la confirmation que ce chapitre sombre de nos vies se refermait enfin.
Nous sommes arrivés au palais de justice tôt le matin. Julien nous accompagnait. Oana était également venue, ayant fait le voyage une fois de plus, pour être aux côtés de sa sœur en cette journée très difficile. Le capitaine Mendes nous a accueillis à l'entrée, et nous a guidés à travers les couloirs jusqu'à la salle d'attente. Il nous a expliqué comment tout allait se dérouler. D'abord, je témoignerai, puis Antonia. Nous devions donner notre version des faits, répondre aux questions du procureur, et potentiellement à celles de l'avocat de la défense d'Eduardo. Je devais être précis, mais concis. Honnête, mais maître de moi. Je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus, même si je comprenais que cela allait être difficile, très difficile. Antonia tremblait à côté de moi. J'ai pris sa main et je l'ai serrée. On va s'en sortir. Je passerai en premier. Tu verras. Ce n'est pas si terrible, et je serai avec toi quand ce sera ton tour. Tu n'es pas seul. Tu ne seras plus jamais seul. Ils m'ont appelé une demi-heure plus tard. Je suis entré dans la salle d'audience, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Il y avait beaucoup de monde, des journalistes, des proches d'autres victimes du réseau d'Eduardo, des curieux. Et là, assis à la table des accusés, il y avait lui. Eduardo Salazar, vêtu d'un uniforme de prison orange, menotté, plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu sur les enregistrements, avec des cernes profonds sous les yeux. Il avait l'air fatigué, vaincu. Mais quand nos regards se sont croisés pendant une seconde, j'ai vu cette même lueur de méchanceté dans ses yeux, cette même cruauté que j'avais vue dans les vidéos. Et j'ai su qu'il ne regrettait rien. Que s'il en avait l'occasion, il ferait exactement la même chose. Je me suis assis à la barre des témoins, et j'ai juré de dire la vérité. Le procureur a commencé à me poser des questions sur le moment où j'avais remarqué les changements dans le comportement de ma femme. Ce que j'avais fait quand j'ai découvert qu'elle descendait au sous-sol chaque nuit. Pourquoi j'avais décidé d'installer une caméra cachée. Ce que j'avais vu sur les enregistrements. J'ai répondu à chaque question aussi précisément que possible. J'ai décrit les moments où j'avais vu Eduardo menacer Antonia. J'ai décrit la drogue. J'ai décrit l'arme qu'il portait. J'ai décrit la terreur dans les yeux de ma femme. Et pendant que je parlais, j'ai senti la rage bouillir en moi à nouveau. Cet homme était entré chez moi, avait menacé ma famille, avait détruit notre paix, et pendant des mois, il nous avait fait vivre en enfer. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai gardé une voix ferme, parce que je savais que c'était ce qui allait contribuer à l'envoyer en prison pour longtemps. L'avocat de la défense m'a également posé des questions. Il a essayé d'insinuer que peut-être Antonia coopérait volontairement, qu'elle avait peut-être reçu de l'argent en échange, que je ne disais peut-être pas toute la vérité. J'ai senti mon sang bouillir. Comment cet homme pouvait-il se tenir là, et suggérer que ma femme était une complice? Comment osait-il? Mais le procureur a fait objection. Le juge a retenu l'objection, et l'avocat de la défense a dû reculer. Il n'avait rien. Il n'avait aucune preuve pour étayer ses accusations. Il essayait juste de semer le doute, mais ça n'allait pas marcher. Les preuves étaient trop claires. Les vidéos étaient irréfutables. Après 40 minutes de témoignage, on m'a permis de me retirer. Je suis sorti de la salle d'audience en tremblant de la tête aux pieds. Julien m'attendait dehors. Il m'a pris dans ses bras. Tu as assuré, mon frère. Tu t'en es très bien sorti. Puis ce fut le tour d'Antonia. Je l'ai regardée entrer dans la salle d'audience, accompagnée de Oana. Elle avait l'air petite, fragile, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle gardait la tête haute, qui m'a rempli de fierté. Ma femme était la personne la plus forte que je connaissais, et elle était sur le point de le prouver au monde entier. Elle a pris place à la barre, et a juré de dire la vérité. Le procureur a commencé par des questions douces. À quoi ressemblait notre vie avant l'arrivée d'Eduardo? Comment s'était-elle sentie quand cet homme s'était introduit chez nous ce premier jour? Que lui avait-il dit? Quelle menace avait-il proférée? Et Antonia a répondu. D'une voix tremblante au début, mais de plus en plus ferme. Elle a tout raconté. Elle a raconté comment Eduardo lui avait mis l'arme sur la tempe, et lui avait dit que si elle ne coopérait pas, il allait me tuer. Elle a raconté comment, pendant 6 mois, elle avait vécu avec cette terreur constante. Comment, chaque nuit, elle descendait au sous-sol en priant pour que ce soit la dernière fois. Comment elle avait perdu du poids, perdu le sommeil, perdu la capacité de sourire, parce que chaque seconde de chaque jour,
elle vivait dans la peur. Le procureur lui a montré certaines des vidéos, lui a demandé si elle pouvait identifier l'homme sur les enregistrements. Elle a regardé l'écran, a regardé Eduardo, et a dit d'une voix claire et forte, « Oui, c'est lui. Eduardo Salazar, l'homme qui a menacé de tuer mon mari si je ne l'aidais pas. L'homme qui a fait de ma vie un enfer pendant 6 mois. L'homme qui a volé ma paix, ma sécurité. Ma capacité à me sentir en sécurité dans ma propre maison. » Et là, l'avocat de la défense s'est levé, et a essayé de faire les mêmes insinuations qu'il avait faites avec moi, qu'elle avait peut-être accepté de l'argent, qu'elle avait peut-être été une participante volontaire. Mais Antonia ne s'est pas laissée intimider. « Je n'ai pas reçu un seul centime », a-t-elle dit en le regardant droit dans les yeux. « Je ne voulais rien de tout cela. Je voulais juste protéger mon mari. Et si ça veut dire que j'ai été lâche de ne pas l'avoir dénoncé plus tôt, alors oui, j'ai été lâche. Mais je préfère être une lâche et garder mon mari en vie, plutôt que d'être courageuse et de le voir mort. » Le silence est tombé sur la salle d'audience. Certaines personnes présentes avaient les larmes aux yeux. Le juge a dû appeler au calme quand certains ont commencé à applaudir. Et moi, en regardant tout cela par la petite fenêtre de la porte, j'ai senti mon cœur se remplir d'amour et d'admiration pour cette femme incroyable. Après le témoignage d'Antonia, le procureur a présenté d'autres preuves. Les vidéos complètes de la caméra du sous-sol, les enregistrements de Julian pris depuis l'extérieur, les SMS sur le téléphone d'Eduardo coordonnant les livraisons, les déclarations des autres membres de son réseau qui avaient déjà été arrêtés. Tout pointait vers une seule conclusion. Eduardo Salazar était coupable. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. Le juge a délibéré pendant 2 heures. Quand il est revenu, la salle d'audience était complètement silencieuse. Eduardo Salazar s'est levé. Le juge l'a regardé avec une expression sévère. « Vous avez été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre vous, trafic de stupéfiants, possession illégale d'armes, violation de domicile, extorsion, menaces aggravées. Compte tenu de la gravité de vos crimes, du nombre de vies que vous avez détruites et des dommages que vous avez causés à cette communauté, je vous condamne à 18 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 12 premières années. De plus, vous devrez payer 50 000 € de dommages et intérêts aux victimes, Monsieur Adolfo et Madame Antonia, pour le préjudice psychologique causé. Que le procès-verbal indique bien que ce tribunal n'a aucune sympathie pour les individus comme vous, qui s'attaquent à la peur et à la vulnérabilité de personnes innocentes à leur propre fin criminelle. » Le marteau est tombé. Eduardo a été conduit hors de la salle d'audience. Il a essayé de regarder en arrière, vers l'endroit où Antonia et moi étions assis, mais les gardes l'ont poussé vers l'avant. Et c'est ainsi, sans cérémonie, sans drame, que l'homme qui avait terrorisé nos vies a disparu par une porte, et est sorti de nos vies pour toujours. 18 ans. Il ne serait plus un homme libre avant d'être un vieillard, avant de ne plus pouvoir faire de mal à personne d'autre. Nous sommes sortis du palais de justice cet après-midi-là, en nous sentant plus légers que nous ne l'avions été depuis des mois. Le capitaine Mendes nous a serré la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez été courageux. Et grâce à vous, nous avons retiré toute une organisation criminelle des rues. Vous devriez être fiers. » Ce soir-là, de retour à la maison, Antonia et moi nous sommes assis sous le porche à l'arrière, en regardant les étoiles. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait ça. Longtemps que nous n'avions pas pu simplement exister ensemble, sans ce poids étouffant de la peur. « Tu crois qu'on pourra un jour oublier tout ça ?» m'a-t-elle demandé, en posant sa tête sur mon épaule. J'y ai réfléchi un instant. « Non », lui ai-je dit honnêtement. « Je ne pense pas qu'on l'oubliera. Mais je pense qu'avec le temps, le souvenir fera moins mal. Et je pense que ce que nous avons traversé nous a rendus plus forts. Ça nous a appris qu'ensemble, nous pouvions survivre à tout. » Elle a hoché la tête. « Tu as raison. Ensemble, nous pouvons tout faire. » Et nous sommes restés là, sous les étoiles, main dans la main, sachant que même si les cicatrices resteraient, nous pouvions enfin recommencer à vivre. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit où j'ai vu les enregistrements du sous-sol pour la première fois. 2 ans depuis que j'ai découvert la vérité. 2 ans depuis qu'Eduardo Salazar a été arrêté et condamné. Et même si le temps n'efface pas les cicatrices, il les rend plus supportables. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois 2 personnes différentes. Je vois l'homme que j'étais avant, naïf, confiant,
convaincu que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux autres. Et je vois l'homme que je suis maintenant, plus conscient, plus protecteur, plus reconnaissant pour chaque jour de paix. Antonia aussi a changé. Elle n'est plus cette femme effrayée qui vivait dans une terreur constante. Elle a retrouvé son sourire. Elle a retrouvé sa lumière. Et bien qu'elle ait encore des jours difficiles, des jours où les souvenirs reviennent et la submergent, ils sont de moins en moins fréquents. Nous avons décidé de vendre la maison. Nous ne pouvions pas continuer à y vivre. Chaque recoin gardait les souvenirs de ces mois sombres. Chaque fois que je passais devant la porte du sous-sol, même si nous l'avions entièrement rénovée, je sentais une boule au ventre. Antonia ressentait la même chose. Alors, 1 an après le procès, nous avons mis la maison en vente. Certains acheteurs potentiels se sont désistés quand ils ont entendu l'histoire, mais nous avons fini par trouver un jeune couple que cela ne dérangeait pas. Ils ont dit qu'une maison n'était qu'un bâtiment, que l'important était d'en faire un foyer rempli d'amour. Et ils avaient raison. Avec l'argent de la vente, plus les dommages et intérêts que nous avions reçus d'Eduardo, nous avons acheté une maison plus petite, dans un quartier calme de l'autre côté de la ville. Une maison sans sous-sol, avec un beau jardin où Antonia a commencé à planter des fleurs, des roses, des tournesols, du jasmin. Elle dit que s'occuper des plantes l'aide à guérir. Que voir quelque chose grandir et s'épanouir lui rappelle que la vie trouve toujours un moyen d'aller de l'avant. Je travaille toujours à la même usine textile. Mes collègues connaissent l'histoire, bien sûr. C'était dans tous les journaux locaux. Au début, ils me regardaient avec pitié, avec cette expression inconfortable de ceux qui ne savent pas quoi dire. Mais avec le temps, les choses sont redevenues normales. Maintenant, je suis juste Adolfo, le technicien de maintenance. Le gars qui a toujours un outil à prêter à celui qui en a besoin. Celui qui raconte de mauvaises blagues à la pause déjeuner. Et j'aime ça. J'aime être de nouveau invisible. Être normal à nouveau. Antonia a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché près de notre nouvelle maison. Au début, elle avait peur de sortir, d'interagir avec les gens, d'être dans des espaces ouverts. Mais sa thérapeute l'a encouragée. Elle lui a dit que retrouver son indépendance faisait partie du processus de guérison, et elle avait raison. Le premier jour, elle est rentrée à la maison épuisée, mais souriante. Elle a dit qu'elle s'était sentie utile, qu'elle s'était sentie comme une personne normale faisant des choses normales, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Julien est toujours notre meilleur ami. Il vient nous rendre visite tous les week-ends. Il apporte des bières, et on s'assoit dans le jardin pour parler de tout et de rien. De football, de politique, de la vie. On ne parle presque jamais de ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. Il sait à quel point nous sommes reconnaissants. Il sait que sans son aide, sans son expérience et ses contacts, les choses auraient peut-être fini très différemment. Il répond toujours la même chose quand on le remercie, c'est à ça que servent les amis, mon frère. Être là quand tout part en vrille. Et il a raison. Les vrais amis ne sont pas ceux qui sont là dans les moments heureux. Ce sont ceux qui restent quand tout s'effondre. Ceux qui t'aident à ramasser les morceaux, et à reconstruire. Ce sont les amis qui valent leur pesant d'or. Et Julien en fait partie. Oana est également devenue une présence constante dans nos vies. Avant, nous nous voyions peut-être 2 ou 3 fois par an. Maintenant, elle parle à Antonia au téléphone presque tous les jours, et vient nous rendre visite au moins 1 fois par mois. La relation entre les 2 sœurs s'est renforcée d'une manière magnifique. Antonia dit que Oana la comprend d'une façon dont personne d'autre n'est capable. Qu'elle n'a pas besoin d'expliquer ses peurs, ses cauchemars, ses mauvais jours. Oana sait, c'est tout, et elle est là, avec une tasse de thé, un câlin, et ce silence réconfortant qui n'existe qu'entre des sœurs qui s'aiment vraiment. Nous avons instauré une nouvelle tradition familiale. Chaque dimanche, sans faute, toute la famille se réunit chez nous pour le déjeuner. Oana et son mari Aurelio viennent. Des voisins, devenus des amis, viennent. Julien vient. Nous remplissons la maison de rire, d'histoires, de plats faits maison. Et dans ces moments-là, entouré de toutes ces personnes que j'aime, je réalise à quel point je suis chanceux, car même si nous avons traversé l'enfer, nous en sommes sortis plus forts de l'autre côté, ensemble. Antonia suit toujours une thérapie. Ce n'est plus toutes les semaines comme avant. Maintenant, elle y va 1 fois par mois. Elle dit qu'elle n'en a plus autant besoin, mais elle aime avoir cet espace pour parler, pour digérer, pour s'assurer qu'elle va bien. Et je la soutiens totalement.
Moi aussi, je suis allé en thérapie pendant un certain temps. J'ai découvert que j'avais aussi des choses à guérir. La culpabilité de ne pas m'en être rendu compte plus tôt, la colère d'avoir été si impuissant, la peur que quelque chose comme ça puisse se reproduire. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas tout contrôler, que certaines choses arrivent tout simplement, et que la seule chose que je pouvais faire, c'était d'apprendre, de grandir, et d'être prêt à protéger ma famille de la meilleure façon possible. J'ai appris à laisser de côté la culpabilité, à me pardonner de n'avoir pas été parfait, et ça m'a libéré. Un après-midi, il y a quelques mois, j'étais en train de trier des boîtes dans notre nouveau garage, quand j'ai trouvé quelque chose que j'avais rangé et oublié. La caméra cachée. Cette minuscule caméra, de la taille d'une pièce de monnaie, que j'avais achetée il y a 2 ans. Je l'ai tenue dans ma main et, l'espace d'un instant, tous les souvenirs ont reflué. La nuit où je l'ai installée, la première fois que j'ai vu les enregistrements, la terreur, l'impuissance, mais aussi le début de la fin de notre cauchemar. Cette petite caméra avait été la première étape pour reprendre nos vies en main. Antonia est entrée dans le garage à ce moment-là, et a vu ce que je tenais dans ma main. « Tu vas la garder ?» m'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi une seconde. Puis, j'ai secoué la tête. Je pense qu'il est temps de s'en séparer. Nous sommes sortis dans le jardin, et nous l'avons enterrée sous le rosier qu'Antonia avait planté quelques semaines auparavant. « Qu'elle reste là ?» a-t-elle dit. Enterrée, comme toutes les mauvaises choses que nous avons vécues. Et que seules de bonnes choses fleurissent à partir de maintenant. J'ai appris beaucoup de choses au cours de ces 2 années. J'ai appris que le mal existe, qu'il dort parfois sous votre propre toit, et que vous ne vous en rendez même pas compte. J'ai appris que les personnes que vous aimez peuvent souffrir en silence, portant des fardeaux que vous ne pouvez pas voir. J'ai appris que le courage ne consiste pas toujours à faire ce qu'il faut tout de suite. Parfois, le courage, c'est survivre un jour de plus. C'est se lever chaque matin, même si la peur vous paralyse. C'est avancer, quand tout temps vous veut abandonner. J'ai appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de l'intelligence. C'est savoir que l'on ne peut pas tout gérer seul, et qu'il est normal de ne pas y arriver. J'ai appris que la justice, parfois, existe vraiment. Qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, qui dédient leur vie à en protéger d'autres. Comme le capitaine Mendes et son équipe. Comme Julian. Comme tous ceux qui nous ont aidés quand nous en avions le plus besoin. Mais par-dessus tout, j'ai appris quelque chose sur l'amour. J'ai appris que le véritable amour, ce n'est pas seulement être ensemble dans les moments heureux. C'est se soutenir mutuellement quand tout s'effondre. C'est pardonner les erreurs, les silences, les secrets gardés par peur. C'est choisir de rester, même quand il serait plus facile de partir. C'est reconstruire ensemble ce que le monde a essayé de détruire. Antonia et moi avons maintenant quelque chose que nous n'avions pas auparavant, une complicité plus profonde, une confiance plus solide. La certitude que peu importe ce qui arrivera, nous irons bien, car nous avons déjà survécu au pire. Et si nous avons pu surmonter cela, nous pouvons tout affronter. Je n'ai jamais revu Eduardo Salazar. Il purge sa peine dans une prison à sécurité maximale, à des centaines de kilomètres d'ici. Parfois, très rarement, je pense à lui. Je me demande s'il a réfléchi à ce qu'il a fait, s'il a ressenti une quelconque forme de remords. Mais ensuite, je réalise que ça n'a pas d'importance. Ses remords, ou son absence de remords, ne changent rien pour nous. Nous avançons. Nous guérissons. Nous vivons. Et lui reste enfermé là-bas, à payer pour ses crimes. Et c'est suffisant. Si vous écoutez cette histoire, et que quelque chose résonne en vous, si vous voyez des signes montrant qu'un de vos proches souffre en silence, n'ignorez pas votre instinct. Posez des questions, proposez votre aide. Soyez le soutien dont cette personne a besoin. Et si c'est vous qui vivez un cauchemar similaire, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui s'en soucient. Il y a des institutions qui peuvent vous protéger. Il y a des moyens de sortir de l'enfer. J'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots dans le jardin de notre nouvelle maison, je vois Antonia arroser ses fleurs. Le soleil de l'après-midi illumine son visage, et elle sourit. Un sourire authentique, paisible et libre. Et je pense à tout ce que nous avons traversé, à tout ce que nous avons perdu, et à tout ce que nous avons gagné. Et je me rends compte que malgré tout, nous avons de la chance. Parce que nous sommes toujours là,
nous sommes toujours ensemble, et nous nous aimons toujours. Et ça, en fin de compte, c'est la seule chose qui compte vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Dites aux autres que les temps sombres ne durent pas éternellement, qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, et qu'avec de l'amour, du courage, et de l'aide, on peut survivre à tout.